Merci Emmanuel, bonjour à tous. J'ai du mal à activer ma caméra, donc vous n'allez pas me voir. Je vais donc vous parler et je vais vous parler du monde de la psychiatrie et de la façon dont les choses ont pu se passer dans les services de psychiatrie. Effectivement, là, avec tout ce qui s'est passé avec la Covid, on n'a pas beaucoup parlé de l'impact, enfin du moins pour l'instant, on a beaucoup moins parlé de l'impact de la Covid sur les patients psychiatriques et pourtant il y a quand même pas mal de choses à en dire. Donc vous le savez, l'une des caractéristiques de la pandémie, c'était quand même d'exacerber ou de dévoiler les grands dysfonctionnements institutionnels de notre pays. Et là, à travers cette pandémie, plus particulièrement dans le monde de la santé. Donc, comme je vous le disais, on en parle peu, mais la psychiatrie a quand même été impactée. Tout d'abord, ce qu'il faut quand même bien remettre en perspective, c'est que certains patients en psychiatrie sont hospitalisés sans leur consentement. Cela veut déjà dire qu'à la base, ils ont non seulement des pathologies plus lourdes que les autres, mais ils sont également privés de leur liberté. Hein. Et à partir du moment où il y a eu cette pandémie, il a fallu réorganiser la structure des soins dans les services de psychiatrie, ce qui n'a pas été une mince affaire et avec des conséquences qui ont été relativement importantes. Tout d'abord, vous le savez, cette discipline, elle est basée sur la relation à l'autre, sur tout ce qui se passe, je dirais, en face à face. La clinique est notre outil principal. Nous n'avons pas d'examen complémentaire pour les diagnostics et autres. Et puis, cette relation qui est véritablement unique avec le patient est la base de notre travail. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que quasiment du jour au lendemain, il a fallu mettre des masques. Donc, on est masqué face à des patients qui sont masqués et donc en face à face, ce qui n'a pas été très simple. Mais je dirais que ça, à la limite, c'est même un moindre mal, car quasiment du jour au lendemain, la plupart d'entre nous sont passés en téléconsultation, c'est-à-dire que l'on n'était plus en face des patients. En ce qui concerne les personnes qui étaient hospitalisées, il a fallu créer relativement vite des unités Covid spécifiques où il n'y avait quasiment pas de visite. Les hospitalisations, notamment pour des patients extrêmement vulnérables, se sont prolongées, notamment pour certains d'entre eux pendant tout le temps du premier confinement. Et surtout les visites aux patients se sont réduites de façon drastique en étant non plus libres comme cela se produisait, mais en étant, je dirais, réglementés par le cadre hospitalier, donc réglementés en nombre dans la semaine, en durée pour chaque visite, en nombre de personnes aussi pouvant visiter le patient et surtout sous la houlette, non seulement, comme je vous le disais, du cadre hospitalier, mais également avec la nécessité de l'accord médical. Donc vous voyez, un peu dans cette réorganisation, non seulement on ne voyait plus les patients comme comme on avait l'habitude de les voir, non seulement on ne relationnait plus du tout avec eux, non seulement on ne voyait plus leur visage ou alors par des écrans interposés, mais tout ce qui était restriction des libertés pour la minorité d'entre eux, mais qui étaient les plus vulnérables, s'est largement accru, avec également des activités, notamment les activités d'hôpital de jour, d'ergothérapie et autres, qui ont été temporairement stoppées. Donc en fait, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, une période extrêmement particulière pour nous, dont on se demande comment on va, je dirais d'une certaine façon, s'en remettre. Hein. Parce que ça a été quand même, c'est les patients qui nous l'ont dit, quelque chose de relativement violent. Et d'autant plus violent que c'était une violence d'une certaine façon qui n'était pas non dite, mais qui était assumée par le cadre institutionnel, assumée par les soignants, assurée par les médecins, au nom d'un impératif supérieur qui était l'impératif sanitaire. C'est-à-dire à ce prix-là, c'est le prix que l'on devait payer pour sortir
je dirais, de cette pandémie. Donc, d'une certaine façon, je ne sais, ça s'est passé un peu comme ça dans tous les hôpitaux. Lors du premier confinement, je dirais que les choses se sont plutôt, entre guillemets, relativement bien passées. C'est-à-dire que les personnes ont pris les choses comme, je dirais pas à la légère, mais d'une certaine façon, le monde de la médecine allait triompher de ce vilain virus. Ce n'était peut-être pas si grave que cela, et temporairement, on pouvait faire cet effort. Donc, on a vu en fait un effondrement des consultations pendant ce temps-là, et on a vu également que les patients les plus vulnérables, alors que l'on pensait qu'ils allaient aggraver leur pathologie, décompenser d'un point de vue psychiatrique, n'ont pas décompensé d'un point de vue psychiatrique, n'ont pas aggravé leur pathologie, n'ont pas forcément été plus malades que les autres et n'ont pas eu forcément la surmortalité que l'on craignait, car les patients psychotiques gravissimes ou même de bon, les patients psychotiques ont une caractéristique d'un point de vue somatique, c'est une surmortalité précoce. Donc, on n'a pas vu dans ces premiers temps les conséquences que l'on redoutait. Par contre, ce qui a été relativement déstabilisant, c'est de se rendre compte que dès qu'il y a eu le premier déconfinement, et puis par la suite, y compris pendant les confinements puis les redéconfinements, il y a eu à ce moment-là toute une explosion de souffrances psychiques, de personnes qui supportaient de moins en moins les consultations qui n'étaient pas en présentiel, bien que d'autres arrivaient à se satisfaire de la téléconsultation, mais bon, beaucoup manifestaient leur désarroi par rapport aux masques qui les étouffaient, qui masquaient certains éléments, et les patients qui avaient besoin d'être hospitalisés marquaient également leur désarroi par rapport à la coupure qui leur semblait un peu difficile du présentiel de leur famille. Donc, on a eu, je dirais, et c'est curieux parce qu'on parle de retour à la normale, et les patients dans les hôpitaux, ils ne vivent pas forcément ça comme un retour à la normale, c'est-à-dire que les masques sont toujours portés, les distances de sécurité sont toujours de rigueur, il y a un allègement, un peu plus d'allègement dans la prise en charge, mais il y a quand même cette espèce de lourdeur qui étreint un peu le monde des soins. Et dans le monde de la psychiatrie, on a l'impression que cette violence, que c'est comme une violence supplémentaire qui a entouré, qui a un peu emprisonné nos patients. Et ce que je disais également dans le propos préliminaire qu'Emmanuel nous avait suggéré d'écrire, c'est que nous sommes en ce moment marqués par quelque chose de très particulier, qui est le renforcement d'une, je dirais, une loi qui renforce la vérification de la privation de liberté. En fait, pour essayer de vous le faire court, lorsqu'une personne est hospitalisée sans son consentement, nous devons au bout de quelques jours, en informer le juge des libertés qui doit vérifier si les libertés de la personne qui est hospitalisée sans son consentement sont bien respectées. Depuis quelque temps, les différentes commissions qui visitent les services de psychiatrie attirent notre attention sur le fait qu'il y a dans les services de psychiatrie des utilisations, selon eux, beaucoup trop fréquentes des chambres d'isolement et des contentions. Eh bien, nous avons eu la surprise d'apprendre il y a quelque temps que cette loi, alors que on va dire que les problèmes liés au Covid et aux restrictions des visites n'étaient toujours pas réglés, nous avons eu en psychiatrie la surprise, et puis aussi la lourdeur qui en est conséquence, d'apprendre que nous devions, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais la procédure est d'une lourdeur incroyable, parallèlement à tout ce que le Covid a impacté sur notre profession, rendre compte de la vérification de cette privation de liberté lorsque les personnes étaient dans les chambres d'isolement ou lorsqu'on leur mettait une contention temporaire. Et on ne peut
pas s'empêcher de penser que le problème de ces privations de liberté devient véritablement le sujet ou un des sujets qui, je dirais, a été exacerbé par la Covid, à juste titre, mais qu'il colore un peu tout ce qui est de l'ordre de la relation avec le patient, qui le colore quand même d'une certaine ambiguïté, on va dire. Et la question est quand même comment les professions qui travaillent autour de la relation à l'autre, qui travaillent également, qui sont obligées de travailler de facto avec le problème de privation de liberté, arriveront à dépasser cette crise sanitaire qui a impacté d'une façon assez silencieuse leur profession et qui les confronte à cette privation, à cette double ou triple privation, et également à une paupérisation extrêmement importante de leur discipline. Donc voilà à peu près où on en est au stade de nos réflexions dans cette pratique particulière qui est la pratique en santé mentale. Merci infiniment de cette première intervention. Alors juste dans ta clinique à Caen, est-ce que tu as été amené à accueillir des familles qui avaient été endeuillées à la suite du Covid-19? Est-ce qu'il y a eu des initiatives dans le CHU d'accompagnement? Absolument. Oui. Absolument. Il y a eu dès le départ des initiatives et tout un collectif de psychologues qui s'est mobilisé autour de plusieurs axes au niveau de notre CHU, à la fois à mise à disposition des familles, enfin des entourages au sens large du terme, et mise à disposition de ces mêmes psychologues auprès des soignants impactés par la surcharge de travail liée à la Covid. Donc il y a eu cela d'emblée dès le début de la pandémie. Et est-ce que tu peux Donc dire de quelque chose quoi... de très solidaire. Tout à fait. Ça, je le comprends, mais de quoi témoignaient ces familles? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont exprimé dans le bouleversement qu'elles ont subi, dans ce à quoi elles ont été confrontées? De quoi elles avaient envie d'échanger avec vous? Elles avaient envie d'échanger sur leurs craintes par rapport par rapport aux pathologies, par rapport à l'atmosphère, par rapport à la durée de la pandémie et par rapport aussi à leur désarroi de ne pas pouvoir être proches des leurs à certains moments et aussi au fur et à mesure cette crainte de la maladie. Ce qui était absolument frappant, c'est que les pathologies, les pathologies lourdes et mortelles étaient passées au second plan. Et je me souviens d'une de mes amies travaillant au niveau de l'urgence et de la réanimation avoir été complètement déroutée et ne sachant pas quoi dire à une famille à qui elle annonçait véritablement une pathologie de très mauvais pronostic et qui a répondu tant que ce n'est pas la Covid, ce n'est pas grave. Donc tout ce qui était Covid était considéré comme potentiellement mortel immédiatement et tout ce qui était pathologie grave qu'il était nécessaire d'expliquer aux familles était considéré comme quelque chose de beaucoup moins grave, voire d'anodin dans certains cas. C'était comme un basculement de nos pratiques à certains moments, et cela faisait une atmosphère quelquefois un peu curieuse. Merci mille fois. Alors, je propose aux personnes, puisque par chance, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas c'est un privilège, nous sommes en petit groupe ce soir. Je propose aux personnes qui le souhaitent, vous verrez sur votre écran en bas, vous avez à côté de la caméra un personnage qui lève le bras. Et donc, c'est peut-être la main d'ailleurs, il lève le bras. Et donc, si vous voulez intervenir pour poser une question avant qu'on continue notre exploration ce soir de différentes thématiques, si vous souhaitez intervenir, vous appuyez sur le petit personnage et comme ça, je pourrais vous identifier et vous donner la parole. Alors, une autre question avant peut-être qu'il y ait d'autres questions posées par des participants à notre rencontre ce soir. De quoi témoigner aussi les professionnels qui venaient solliciter l'écoute d'un psy? Alors, les professionnels témoignaient de leur peur,
témoignaient de leur crainte initialement de contaminer leur entourage, témoignaient de leur peur que la pandémie dure longtemps, qu'ils ne soient pas reconnus, témoignaient de leur impuissance face à la gravité de certaines situations, face à leur désarroi de ne pouvoir accompagner les familles vers les patients. Et ça, c'était extrêmement fort. Un point tel que dans le service d'urgence où je travaille, on a assez rapidement laissé les familles entrer beaucoup moins facilement, je l'avoue, mais ne serait-ce qu'une seule personne, parce que l'atmosphère devenait un peu électrique, donc tant pis, hein, on s'est dit qu'on allait le faire, et c'était un peu ça, hein. C'était ce changement de pratique rendu obligatoire au nom d'un impératif sanitaire. C'était comment faire, comment exister, comment sauver ses valeurs, comment faire au mieux, alors que l'on était obligé par solidarité nationale, par impératif, de faire autrement, et que ce n'était pas ce que l'on avait envie de faire. Tout à fait. Alors peut-être une dernière question, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir, mais une dernière question avant qu'on continue le fil de nos interventions. On a beaucoup parlé de la montée en puissance de troubles psychiatriques dans la société française. Et de toutes les façons, on voit aussi que les gens les plus éprouvés ont éprouvé toutes sortes de douleurs psychologiques, ne serait-ce que dans la difficulté à envisager la mort, le deuil. Est-ce que à Caen, au service de psychiatrie, vous avez eu aussi cette montée en puissance d'une demande d'un public qui jusqu'à présent ne fréquentait pas les services de psychiatrie, et comment caractériser cette demande, et est-ce qu'elle se poursuit aujourd'hui alors qu'on dit qu'on est dans une période de décrue? Oui, oui, oui. Alors, pendant le premier confinement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu, mais ça a été général, à la fois dans le pays et dans les autres pays d'ailleurs, il y a eu une chute de l'activité psychiatrique. Comme je l'ai dit, c'était plutôt une période, je ne vais pas dire euphorique, mais c'était une période de solidarité où il y avait un peu quelque chose de durkheimien hein, là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait une crise sanitaire, il fallait la dépasser, et c'était plutôt, il faisait beau dehors, hein, et c'était plutôt un élan solidaire, tout le monde participait, tout le monde y croyait. Et effectivement, il y a eu un rebond des consultations psychiatriques d'urgence dès, dès le premier déconfinement. Et ce rebond et la fréquentation, notamment des services d'urgence et des centres de consultation, est restée plus haut que les autres années à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que même quand il y a eu les reconfinements, on n'était pas du tout dans la même configuration. On était plutôt vers des personnes qui souffraient, qui étaient anxieuses, qui étaient déprimées. On n'a pas eu de franche décompensation délirante, mais on a eu plutôt de l'anxio-dépression, de la tension, de l'inquiétude, de l'anxiété, de la dépression, de l'insécurité, de l'anticipation anxieuse, des éléments de cet ordre-là. D'accord. Un immense merci. Donc, comme je vois que personne n'a demandé la parole, ce qui est un bon signe, ça prouve que tes propos à la fois ont été suffisamment clairs pour que chacun puisse les approprier, et que tu as dans les détails de tes réponses, enfin de tes développements, apporté les réponses aux personnes qui se posaient certaines questions. Quand on va avancer dans notre propos ce soir, j'imagine qu'il y aura d'autres questions qui se formuleront. Donc, Françoise, merci de rester présente avec nous. Alors, on va revenir après cette étape à Caen en psychiatrie de manière un peu générale. On va revenir un peu aussi sur le sujet qui est une thématique transversale dans notre groupe, qui est l'accueil, le soutien et tout ce qui se passe dans l'environnement d'une personne, notamment en institution, une personne âgée qui vit en établissement. Je donne la parole à Brigitte Legendre-Tridard, qui à plusieurs reprises nous a envoyé des textes tout à fait passionnants, à la fois d'analyse, de propositions. Et je propose, alors on va changer un peu d'environnement, c'est plus l'environnement de la psychiatrie, mais c'est vraiment l'observation terrain, la mobilisation de familles. Et je trouve qu'il y a une évolution très intéressante de ce point de vue-là. Après, on donnera la parole
à Christine Lévesque qui nous permettra de nous orienter de nouveau sur un des enjeux fondamentaux qu'on a abordé ces dernières réunions, c'est les questions de la fin de vie. Brigitte, on écoute avec beaucoup de plaisir.